Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et voici le public qui nous entoure. Vous connaissez Paul ici qui vous court après toute l'année. C'est vrai, on se croise régulièrement. Très bien. Moi j'ai reçu ma facture et c'est vrai en plus ce matin à 11h50. Alors, c'est pas tous les jours pareil pour tout le monde. D'accord, ben moi c'était aujourd'hui. Mais si vous êtes un client fidèle, vous avez peut-être reçu un cadeau aussi, il faut vérifier. Ah non, il n'y avait pas de cadeau moi. Ah ben, faut regarder, faut regarder. Je vous assure, je vais vous montrer le SMS, il n'y a pas de cadeau. Hein. Eh ben, Orange Fidélité, faut regarder. Ah oui, ouais. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Bienvenue en tout cas, vous avez 51 ans, vous êtes né à Clamart, vous êtes ingénieur, vous avez fait Polytechnique et l'école des ponts et chaussées, comme nous. Et avant de diriger Orange, vous êtes passé par Alcatel-Lucent et Schneider Electric, vous êtes mère de 2 enfants et marathonienne. Ce matin, vous avez présenté votre nouveau plan stratégique. Et ma première question est, mais tu fais quoi concrètement dans ta vie? Et c'est cette question, c'est vos parents qui vous la posaient? Bah, c'est vrai que mon papa et ma maman, ils ont du mal à se projeter et ils se demandaient ce que c'est que la vie d'un CEO du CAC 40. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se posent... Ils disent CEO, ils disaient Non, CEO. ils ne disaient pas CEO, mais donc ils me posaient vraiment la question. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Non, en fait, ils voulaient comprendre c'est quoi une journée. C'est quoi une journée type d'un patron d'une grande entreprise? Parce qu'après, tout CAC 40 ou pas. Et donc, je leur expliquais. Alors, c'est vrai que c'est à la fois, parfois, je leur expliquais, je vais rencontrer un ministre, parfois on est invité, parfois on participe à des événements publics, parfois on est sur des plateaux de télé. Et puis, on est en fait très souvent dans des réunions, on est souvent sur le terrain, on parle à des clients, on rencontre des équipes. Eh ben, beaucoup de réunions diverses, donc pour refaire des revues sur des projets, pour décider, pour revoir des budgets, pour négocier parfois. Vous savez, on a fait de grosses acquisitions en Espagne, donc là, vous êtes dans des réunions avec des avocats, des banquiers, mais en fait, il y a vraiment tout. Il n'y a pas de journée type. Il y a des journées où on voyage aussi, on va souvent à l'étranger. Je pars la semaine prochaine aux États-Unis voir des investisseurs. La semaine d'après, je suis en Espagne. J'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de journée type. Et combien de décisions par jour? Aujourd'hui, vous avez pris combien de décisions? Oui, non, non, oui. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, c'est vrai? Il y a parfois des décisions qui sont faciles hein, quand on vous dit tu crois qu'il faut faire quoi sur ça peut être des trucs tout bêtes. Aujourd'hui, on était avec nos investisseurs et donc là, voilà, est-ce qu'il faut faire ça? Tu crois qu'il faut qu'il y ait tout le monde en même temps? Non, mais un truc tout bête. Est-ce qu'il faut que tout le monde soit sur le plateau en même temps ou est-ce que c'est que toi, le directeur financier? C'est tout bête. Hein. Là, je dis franchement, allez, on fait ça. Enfin, il y a des fois des décisions qui honnêtement pas de sur le plateau ici? Non, pas ici. C'est vous qui décidez. Ici, vous êtes chez vous. Et les décisions difficiles alors? Ça, c'était les faciles? Les décisions difficiles, les décisions les plus difficiles qu'on a à prendre, c'est d'abord des décisions qu'on ne prend pas seul. Parce que quand on parle de stratégie d'entreprise, si c'est des décisions d'investissement, quand on parle par exemple de fusionner avec MásMóvil en Espagne pour créer un champion en Espagne, d'abord c'est des décisions qu'on instruit, c'est des décisions, on parle de milliards d'euros, donc d'abord on passe par un conseil d'administration. C'est des décisions qui coûtent cher. C'est des décisions qui coûtent cher et c'est des décisions qu'on mature et ensuite c'est beaucoup de négociations. Donc ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça dans la journée. Alors le grand public connaît Orange, le téléphone, mais Orange a été beaucoup de choses. Aujourd'hui, votre cœur de métier, c'est quoi? Alors Orange, ça reste le téléphone. Vous avez un peu resserré. Ah non, on n'a pas du tout resserré. En fait, aujourd'hui, Orange, alors c'est vrai qu'en France, on connaît Orange, on pense à France Télécom, mais Orange, on est présent dans 26 pays dans le monde. Donc c'est le téléphone, c'est un Africain sur 10. C'est plus le cinéma. C'est plus la banque, c'est plus le cinéma, mais c'est beaucoup la cybersécurité, c'est évidemment la fibre, c'est évidemment c'est le cloud pour les entreprises, c'est évidemment le mobile, hein, votre portable dans la poche, mais c'est un Africain sur 10, un foyer sur 2 en France, un Espagnol sur 2 évidemment en Espagne, des marins, des bateaux qui réparent les câbles sous-marins. Là, vous en voyez un qu'on a inauguré, le Sophie Germain. Ils les déposent aussi, non? Alors, on est plutôt sur la maintenance, nous, de câbles. Alors, ça nous arrive de le poser en complément d'autres acteurs. Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, 99% du trafic mondial passe sous les mers, sous les océans. Les câbles sous-marins, grâce aux câbles qu'on pose. Et alors, si un jour, il y a un câble qui est coupé, et ça arrive, hein, ça peut être parce qu'il y a des tremblements de terre sous-marins, ce qui peut arriver. Ou du sabotage. Ou du sabotage, mais c'est beaucoup plus souvent des tremblements de terre sous-marins. Il y en a eu un l'année dernière au large de la Côte d'Ivoire. Tremblement de terre sous-marin, 4 câbles sous-marins coupés et 3 pays d'Afrique dans le noir, parce que là, vous êtes coupés du trafic mondial. Et dans ce cas-là, c'est la bataille au premier bateau qui arrive. Il faut imaginer ce que c'est d'aller chercher un câble au fond des océans, de le remonter,
Vous, nous, on le pouvez fait. Voilà, c'est une de nos activités. Et donc, on remonte le câble sur le bateau. Il faut voir ce que c'est que la fibre optique. Mais tout ça, c'est ensuite encapsulé dans des énormes câbles qui sont posés au fond des océans. Question un peu bateau, mais je me lance. Est-ce qu'une femme du CAC 40 dirige différemment sa boîte qu'un homme du CAC 40 ? Alors, j'aimerais savoir si vous avez posé cette question à Nicolas Hieronymus quand il est venu il n'y a pas très longtemps. Sûrement. Non. Voilà. Je ne crois pas que... Vous trouvez déplacé que je la pose ? Non, mais c'est vrai qu'on pose souvent la question parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes. Mais je pense qu'il y a autant... on est bientôt 5, puisque Sanofi va bientôt aussi avoir une femme patronne. Donc, mais non, il y a autant de différences entre les 4 patronnes actuelles qu'entre moi et tous les autres hommes patrons. Oui, alors c'est vrai qu'on se connaît, parce que évidemment, on n'est pas très nombreuses. Non, il n'y a pas de club. Mais non, honnêtement, il n'y a pas plus de différence. Et en fait, on est tous différents. Vous prenez les 40 entreprises. Pourquoi si peu de femmes, 10% à peine ? Pourquoi si peu de femmes ? Parce que d'abord, les choses bougent lentement. D'abord parce que quand on nomme un CEO à la tête d'une entreprise, on ne choisit pas une femme ou un homme, on choisit un profil en fonction des contextes d'entreprise. Et que c'est vrai que pour diriger une entreprise, il faut avoir eu des parcours, fait des choses dans sa vie, qu'il y a parfois des enjeux d'équilibre, vie perso et professionnelle, et puis que souvent les femmes, et c'est vrai que même moi, je ne me suis jamais projetée dans un job de patron d'entreprise. J'en faisais pas une fin en soi, et souvent c'est aussi parce que les femmes elles-mêmes n'affichent pas l'ambition. D'ailleurs, je pense que les femmes parlent rarement d'ambition. Les femmes parlent souvent, et moi je le constate quand j'échange avec des dirigeantes, elles me disent « moi je veux avoir de l'impact ». Elles ne veulent pas être le chef, elles disent « je veux avoir de l'impact ». Et donc moi je leur dis « mais quand tu es le chef, tu peux avoir plus d'impact parfois que quand tu n'es pas le chef ». Et vous assumez l'ambition ? Il faut l'assumer, mais c'est vrai que moi je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Je n'ai jamais dit « j'ai de l'ambition, je veux être patronne d'Orange ». Je n'ai jamais dit ça. Après, il se trouve que je suis ravie de l'être, je suis très fière de l'être, je veux bien le faire. Vous avez réuni les conditions pour le devenir aussi ? Oui, mais c'est d'autres personnes d'ailleurs qui ont décidé pour moi. Mais c'est vrai que... C'est qui est le patron de la patronne ? Alors, on n'a pas un patron. On rend des comptes à beaucoup de monde quand on est... non, ce n'est pas l'État. En fait, il y a un conseil d'administration qui est la gouvernance de l'entreprise. Et donc, on a 14 administrateurs. On a des conseils d'administration qui valident les décisions qu'on peut prendre. Mais mes patrons, c'est aussi tous les clients, quelque part. Moi, je pars du principe qu'une entreprise, elle existe. Sa raison d'être, c'est de servir ses clients. Non, ne me dites pas que c'est moi le patron d'Orange. Non, je ne croirais pas. C'est vrai qu'on a 340 millions de clients. Voilà. Et donc si l'Élysée s'oppose à votre nomination, le président de la République a le pouvoir de dire oui ou non, en vrai ? Non, alors c'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est vrai que l'État est actionnaire d'Orange, l'État est actionnaire dans plusieurs entreprises, mais on n'est pas une entreprise publique. L'État a 23% du capital d'Orange, donc évidemment l'État a son mot à dire. Et on n'imagine pas, si vous regardez des entreprises familiales, il y en a plein dans le CAC 40, vous avez de LVMH, Bouygues, Sodexo. L'actionnaire principal d'une entreprise, il décide et il a son mot à dire, donc c'est normal. Et l'État étant notre premier actionnaire, évidemment, il a son mot à dire. Paul, tu nous résumes la saga Orange en 120 secondes. Ok, 120 secondes, on va 125. faire efficace. Wow. Christelle Edman, Yann, pour parler de la saga Orange, il faut surtout parler de France Télécom, votre ancêtre, un groupe historiquement 100% public qui a accompagné le développement du téléphone, de ses vieux combinés fixes à ceux dans la voiture, jusqu'aux historiques cabines téléphoniques. Martine ? Oui, d'accord Martine, oui d'accord, je t'en enverrai des cartes. Puis au début des années 90, vous prenez le tournant du téléphone portable, ou plutôt du bebop. Le bebop sera peut-être bientôt le nouveau joujou des jeunes urbains branchés. Je suis en train de regarder là pour la dernière édition. Il m'en reste plus beaucoup. Le portable, c'est la révolution des années 2000. Pour l'occasion, vous lancez un slogan mythique. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Mais vous n'avez pas seulement lancé un slogan. J'ai été bluffé quand j'ai appris qu'en 2002, vous aviez devancé Apple. En fait, c'est vous qui avez sorti l'innovation majeure du 21e siècle. Le smartphone, puisque c'est son nom, est beaucoup plus qu'une simple évolution des téléphones déjà existants. L'assurance d'être toujours branché, ou plutôt, comme on dit en Angleterre, d'être online. Bon, depuis, on peut dire que l'iPhone vous a un peu doublé, mais pour France Télécom, à la fin des années 2000, les ennuis sont ailleurs. Une vague de suicides liés au management interne du groupe crée la polémique. Environ 60 suicides selon les syndicats, et surtout cette phrase de votre prédécesseur qui a énormément choqué. On marquait un point d'arrêt à cette mode du suicide.
À l'époque, on parle toujours du scandale France Télécom, mais aujourd'hui, votre nom a changé. Vous vous appelez Orange. Alors pourquoi? Pour comprendre, il faut revenir en 2000, quand France Télécom rachète un petit opérateur pour 40 milliards d'euros. Même les JT trouvaient que c'était beaucoup. C'est cher payé, mais c'est, paraît-il, à la mesure des promesses du marché. Cet opérateur devient une filiale de France Télécom jusqu'en 2013, où il devient officiellement le nom de votre groupe. Cet opérateur était britannique. Et c'est donc avec ces pubs vintage que j'ai compris qu'on ne devait pas dire Orange, mais... The future's bright. The future's orange. Donc, on est d'accord, on devrait dire je suis chez Orange. Orange. On devrait dire ça. Vous dites Orange? Non. Non, on dit Orange. On dit Orange, mais c'est vrai que la marque Orange, elle est née en Angleterre. Et d'ailleurs, on a toujours une filiale. Et cette marque, elle existe en Angleterre? On a une filiale qui porte la valeur. La marque, c'est un actif fort dans l'entreprise. Les marques, c'est quelque chose qu'on gère. Et donc, c'est un actif qu'on gère effectivement depuis l'Angleterre. Alors, en parlant de marque, SFR est à vendre. Et vous voulez, vous, SFR, plusieurs choses. Ça doit coûter cher, cette affaire. Deuxième chose, pour en faire quoi? Alors, c'est vrai que SFR est à vendre. SFR, c'est quand même presque 20 millions de clients en France. Nous, la France, c'est notre premier marché. Et donc, il est évident que quand il y a une transaction comme celle-là, on est obligé de s'y intéresser. Et puis, c'est vrai qu'on regarde la situation en se disant que il y a effectivement des millions de Français qui sont clients d'SFR. Il y a des salariés aussi chez SFR qui sont très inquiets pour leur avenir. Et donc, on a... Vous avez fait une offre? On a fait une offre commune avec en Bouygues. Consortium avec Bouygues et Iliad. Free. Voilà, c'est ça. Voilà, pour racheter SFR à 3. Donc, comment 3 marques comme ça qui sont concurrentes peuvent se partager SFR? Eh bien, on s'est mis d'accord. On s'entend. Vous avez proposé 20 milliards, c'est ça? Non, on a fait une offre à 17 milliards. Voilà. 17 milliards qu'on avait soumise au mois d'octobre, qui a été refusée par le vendeur, mais il n'empêche qu'on discute quand même. Par Patrick Dahy. Voilà, et donc on discute, et on ne sait pas encore si on trouvera un accord. Après, c'est quoi? C'est un partage à la découpe en fonction des activités? On s'est mis d'accord sur la répartition. Par exemple nous, il y a des activités qu'on ne peut pas reprendre. Vous prenez toutes les activités B2B, donc le marché entreprise d'SFR. On a trop de parts de marché en France, donc c'est typiquement quelque chose que Bouygues et Free vont se partageraient. Et ensuite, quand on regarde les clients broadband, les clients mobiles, on s'est mis d'accord sur une répartition. Et comme il n'y a pas d'accord, je ne vais pas vous la dévoiler, puisque on ne sait pas ce qu'elle pourrait devenir. Il paraît que vous ne vous entendez pas du tout. C'est quand même bizarre que vous mettiez d'accord quand il s'agit de reprendre une marque. D'abord, on n'a pas le droit de s'entendre. Donc, toutes les réunions qu'on fait, il y a des avocats antitrust. Vous dites pas non quand je vous dis que vous n'entendez pas. Hein. Non. On se parle. Non, on se parle. Honnêtement, on se respecte. Vous parlez entre vous, vous parlez par avocat, comme vous le disiez. Ah non, on se parle entre nous quand même. Mais il y a un avocat dans la salle parce que on est des concurrents. Et franchement, les salariés chez Orange, tous les jours, ils se lèvent en se disant je veux aller piquer des clients, je veux être meilleur que les concurrents. Donc on est dans un contexte qui est assez particulier. Mais c'est vrai qu'il se trouve que là, il y a un alignement d'intérêts. Et donc. Et si des salariés de SFR nous regardent, vous leur dites quoi? Je leur dis que c'est vrai que c'est pas facile de travailler dans une entreprise qui a une liquidité limitée. Moi, j'ai connu cette situation. Moi, j'ai travaillé chez Alcatel, qui a été racheté. C'est des environnements qui sont très anxiogènes pour les collaborateurs. Et donc, je peux imaginer... Il y aura de la casse si vous les rachetez? D'abord, on y travaille et ça fait partie de notre responsabilité en tant que repreneur d'avoir une solution et de répondre à l'attente légitime des collaborateurs. On a toujours pensé que Free était l'opérateur en trop. Finalement, c'est SFR. Alors, je ne sais pas si je ne me permettrai pas de dire lequel est en trop. En tout cas, nous, on est numéro 1 en France, on compte bien le rester et on se défend avec nos forces et nos atouts, bien sûr. Question totalement privée, mais vous avez le bras long. On a nos bureaux pile en face de chez vous, pile en face. On voit le logo Orange comme ça et on n'a pas de réseau au bureau. Il n'y a pas de réseau Orange. Est-ce que c'est normal, Madame la Présidente d'Orange? Alors ça, c'est pas normal du tout. Il y en a même qui ont changé d'opérateur au bureau. Lui, il a changé d'opérateur. Ouais. Alors, donc vous avez un client en moins, lui. Non, et pourtant, je peux vous assurer qu'on suit ça de très très près. Donc je vais j'espère que vous lancez une enquête dès demain. Regardez ça. Alors, les gens préfèrent WhatsApp au SMS. Et WhatsApp, c'est pas vous, c'est Mark Zuckerberg, c'est Meta. Combien vous perdez quand j'utilise WhatsApp pour envoyer un message ou un vocal ou une photo, plutôt qu'un SMS? Alors, on perd rien. Il fut un temps pour les plus jeunes, pour les plus anciens, il fut un temps où votre facture elle était liée au nombre de SMS que vous envoyez.
Bon, ce temps-là est largement dépassé. Ça a bougé. Vous avez un prix qui est lié à votre capacité de trafic. Que vous utilisiez un SMS ou du WhatsApp, après, ce qui consomme beaucoup de trafic, c'est surtout de regarder des vidéos en ligne. Mais honnêtement, ça n'a pas d'impact. Le challenge pour nous, c'est que vous avez des forfaits qui sont en général illimités et les gens ont plus de capacité que ce qu'ils utilisent réellement. Le trafic dans nos réseaux, il continue d'augmenter de 15 à 25% par an. Or, ça ne vous a pas échappé que, évidemment, nous, votre facture, on ne la fait pas payer au trafic que vous avez. Donc, c'est vrai qu'on est dans une équation qui est complexe, mais WhatsApp, voilà, c'est WhatsApp, mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est tous les usages du numérique. C'est quoi d'ailleurs la prochaine révolution? Là, on a la 5G sur nos portables, on parle de la 6G dans les prochains mois. C'est quoi la nouvelle application, la killer application dans les prochains mois? Je pense, en tout cas, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est un nouveau plan stratégique. On met la confiance au cœur de notre plan stratégique. Les enjeux de demain, ce n'est pas la nouvelle app, c'est de faire en sorte que vous ayez confiance. C'est la sécurisation. Aujourd'hui, quand vous savez le nombre d'appels... On a raison d'avoir peur. Là, mes données, elles sont conservées, là? Appels frauduleux, spam, les SMS que vous recevez d'une livraison, vous ne savez pas si c'est une vraie livraison, les mails sur lesquels est-ce que je peux cliquer, est-ce que je peux ouvrir un mail. Et cet enjeu pour nous, et avec l'intelligence artificielle, se développe plein de capacités de fraude. Et donc notre enjeu, c'est de garder cet environnement de confiance. Et on est cet opérateur qui a le moyen, par nos réseaux, de filtrer. Et nos réseaux, tous les jours, limitent des attaques, filtrent des fraudes et détectent et font éteindre des sites web qui sont des faux sites web, etc. Et la souveraineté numérique en Europe, vous y croyez ou pas, face aux Américains, face aux Chinois? La souveraineté numérique, ça dépend ce qu'on met derrière souveraineté numérique. On ne peut pas construire un monde, dans le monde du numérique, qui soit où on se dise on ferme les frontières de l'Europe parce qu'il y a tellement d'interdépendance dans la technologie. Par contre, c'est vrai qu'on comprend qu'on est dans un monde de rapport de force et l'Europe a besoin d'avoir une forme d'autonomie, alors d'autonomie au sens d'indépendance, d'avoir le choix. Et de construire des champions. Et donc, nous, on pousse ce message. Il y a besoin de construire des champions. Il y a besoin d'aider des entreprises européennes à grandir en Europe. Est-ce que vous utilisez des équipements chinois, par exemple? Alors, nous, on utilise des équipements européens en France, Nokia, Ericsson, pour les citer. On utilise des équipements chinois encore dans quelques pays, mais on a toujours aussi un fournisseur européen. Par contre, en Afrique, on a beaucoup de technologies chinoises. Mais ça, là, on parle des équipements de réseau. Si vous regardez vos terminaux mobiles aujourd'hui, c'est Apple, fabriqué en Chine, ou des technologies, c'est Samsung, Corée, et sinon... Mais en Europe, vous avez signé un partenariat avec Starlink, qui est une entreprise d'Elon Musk en Espagne. Pas tout à fait... Vous disiez qu'en Europe, il fallait qu'on soit indépendant. C'est pas tout à fait indépendant. Non, mais ce que je dis, c'est pas qu'on doit être indépendant. Aussi, non, nous, on travaille beaucoup avec Eutelsat. Qui est français. On travaille avec Eutelsat et OneWeb, qui est européen, parce que Eutelsat, vous avez les Britanniques aussi au capital. Et nous, on travaille avec plein de partenaires technologiques. Donc, je disais, on travaille avec des Chinois, on travaille avec des Asiatiques, on travaille avec des Américains, on travaille avec des Européens. Et on a ce rôle d'intégrateur de technologie. Donc, on teste effectivement la technologie Starlink en Espagne. Mais en France, on a lancé une offre, SMS par satellite, où là, on travaille avec une constellation qui s'appelle Skylo. On travaille avec un autre partenaire dans un autre pays. Donc, en fait, notre enjeu, c'est d'avoir le choix et de proposer des alternatives et de permettre de la réversibilité parce qu'on vit dans un monde où c'est vrai qu'il y a plus d'incertitudes qu'il y en a eu par le passé.